Donc, c'est la première. Content de vous retrouver, messieurs. La première de l'Aéro Show 2025. Robert, Joe. Salut. Salut, mon gars. Jonathan, Ouais. Très heureux d'être là ce soir. Déjà, je vous dis à la maison, il y a de l'émotion. Déjà, Joe, ce soir, la mission, c'est de pas accrocher le micro. On va faire notre gros possible. Poser des bonnes questions. Moi, je suis correct. Ouais, Voilà. pas trop vraiment. Exact. Fait que, des bonnes questions parce que sujet des plus intéressants, on va parler de l'histoire de l'aviation. L'aviation qui est plus actuelle que jamais aujourd'hui. Puis on va parler de l'histoire de l'aviation, autant au niveau transport aérien, aéronautique, manufacturier. On est chanceux parce que mieux que ChatGPT ce soir, on a Robert. Robert qui est Pas de pression, pas de pression. On a Robert qui est un véritable encyclopédie de l'aéronautique québécoise. Canadienne aussi, on peut le dire. Ouais. Fait que c'est ce qu'on va discuter ce soir avec Robert. Rapidement, les gens te connaissent, là, mais disons, ton encyclopédie de l'aéronautique, d'abord, ça vient de où pour toi, cette passion-là de l'aviation? Brièvement. Moi, je pense que ça vient de mon père qui m'emmenait à Dorval dans le temps qu'on pouvait aller dehors, voir les avions, sur le bord des pistes. Bon, j'ai 55 ans. Hey, tu les fais pas, Robert, je te jure. Non, mais c'est surtout mes cheveux qui fait que je les fais Je t'en pas. donne gros max, t'as 53. Là. Ouais, exactement. Hey, pouvez-vous croire que ça, notre Robert avait une chevelure, une crinière incroyable à l'époque, hein? Ouais, il y a quelques décennies de ça. Puis, donc, ça C'est une fait... petite parenthèse. Voilà. Ça fait peut-être, depuis que j'ai 5 ans, que j'adore les avions. Fait que bon, ça fait 50 ans que j'en mange des avions, que je lis des livres, que je travaille dans l'aéronautique. Donc, honnêtement, si je n'avais pas fait un métier dans l'aéronautique, je ne sais pas ce que j'aurais fait parce que c'était clair dès que j'étais jeune. À part vouloir être astronaute, même là, tu dis, ouais, ça, On a tout en pourcentage de gens qui réussissent à faire ce métier-là, c'est dit, oh, ben, voilà. Fait. On y a tout pensé à un moment donné, hein, mais Policier, pompier, astronaute, exactement. Exactement. Puis t'as étudié aussi en aéronautique, t'as étudié, tu viens d'où en fait au niveau éducation? Là, Éducation, j'ai étudié effectivement en aéronautique. Alors j'ai fait un bac à Polytechnique en aérospatiale et j'ai fait le chemin inverse après avoir fait ça. C'était trop théorique. Donc j'ai décidé d'aller à l'École nationale d'aérotechnique, donc à l'ENA, faire mon DEC. Alors j'ai fait mon bac avant mon DEC. Ouais, c'est ça. Tu as fait le chemin inverse des. Ben, j'ai fait un DEC en sciences pures, après ça j'ai été à Poly. Ouais. Puis je suis retourné faire un DEC en TGA ou en construction aéronautique dans mon temps. OK. Et comme j'avais beaucoup d'études, j'ai fait construction et maintenance en même temps. Des chemins particuliers en aéro, on en a tous, mais aussi la passion d'aviation, si on l'a tous. On pense à Joe aussi, qui a quitté l'aéronautique pour y faire un retour en seulement quelques mois. Ça fait quelques mois, je ne dormais plus la nuit, je suis revenu en aéronautique. Exactement. Donc, Robert, l'histoire de l'aéro pour toi, là, ça a débuté au niveau de ta jeunesse, cette passion-là. Mais ça débute quand? Ça, au Québec, on peut parler de l'histoire de l'aviation en général, mais au Québec, on a une histoire qui est riche en aéronautique. Toi, ton expérience, quand est-ce que ça a commencé l'aéronautique au Québec? On peut dire qu'il y a une culture de l'aéronautique qui s'est développée. Là. Bon, évidemment, au Québec, tu as eu beaucoup de pilotes de brousse, tu as eu beaucoup d'avions, mais pour moi, mettons, ça commence plus avec l'histoire de Air Canada ou TransCanada Airlines en 1937. Je me souviens des dates, alors il ne faut pas paniquer avec ça. Où vraiment Air Canada avec l'aéroport d'Orval, bref, commence à faire des vols avec des petits avions, tout ça, puis tranquillement achète des nouveaux avions. Premier turboprop en Amérique du Nord avec le Vickers Viscount Air Canada, puis le Vickers Vanguard aussi qui a suivi par après. Juste pour les gens qui ne connaissent pas ça, turboprop. Turboprop, alors c'est pareil comme un moteur à turbine d'avion aujourd'hui, sauf que ce qui propulse l'avion, c'est une hélice versus un moteur à piston dans lequel l'hélice propulse l'avion également. Mais là, c'est un moteur à turbine qui fait tourner une hélice qui propulse l'avion. Aujourd'hui, dans les moteurs à turbine, le moteur fait tourner une fan en anglais, donc une fan. Une fan, Je pense pas que c'est ça le bon mot. Non, je pense que c'est une turbo-soufflante, le vrai mot en français. On va y aller avec une fan. On va y aller avec une fan, puis ce qui propulse l'avion en avant. Fait que, pour revenir à ta question, bref, pour moi, c'est plus l'aviation civile qui m'a accroché au début. Puis là, quand j'étais jeune, on allait voir les avions. Il y avait dans le temps Québécois, il y avait US Air, il y avait encore Eastern Airlines, il y avait Air Canada avec son livery avec le nez noir, tout ça dans les années 70. Et là, j'ai accroché là-dessus.
sur les avions. Puis, C'est quoi la grande différence que tu constates entre les airlines de l'époque versus aujourd'hui? Des choses qui ont changé, là? voyager dans le Ouais. temps, là, c'était une aventure. Donc, bon, c'était cher, c'était pas pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est différent. Mais bon, tu rentrais dans l'avion, tu avais un service impeccable, tu étais traité comme un roi. Bref, tu avais des beaux hublots, tu avais des repas, 4 services. Puis c'était une aventure de voyager. Les voyages étaient beaucoup plus longs. Donc, si on partait, exemple, de Montréal à Los Angeles, bref, tu avais des arrêts, tout ça. Alors, c'était une aventure. Aujourd'hui, 5h30, tu es rendu là-bas. Mais dans le temps, ça prenait peut-être la journée au complet avec les arrêts. Les vols directs, vraiment- c'était pas aussi répandu que ça peut l'être aujourd'hui. Ben, le rayon d'action des avions, il n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, en plus de tout ce qui est coût énergétique, bref, tous les règles de moteur qui ont changé. Mais dans le temps, c'était principalement des 4 moteurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais principalement des 4 moteurs. Pour la sécurité. Jamais arrivé, non. Jamais arrivé? Non. Mais en fait, j'ai aucune idée c'est quoi. On parle de 4 moteurs, littéralement. 4 moteurs à hélice, 4 Puis- turbopropres. Puis c'était là pour la Aucune idée. sécurité, au cas où que, bon, il y en a un ou deux, tout ça. Alors, ça utilisait beaucoup de carburant. Puis, bon, il fallait que tu arrêtes quand même souvent. Mais c'était une aventure de pouvoir voyager. Maintenant, c'est transformé, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde a changé avec le transport aérien. Bon, ça a commencé avec le courrier, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est rare de trouver quelqu'un qui n'a jamais pris l'avion. Mm. Dans le temps, c'était l'inverse. Bref, là, tu trouves ceux qui avaient pris l'avion, puis ceux qui avaient voyagé. Ah oui. Mais aujourd'hui, qui n'arrive pas d'aller au Mexique, en République, Punta Cana, bref, Ou juste c'est les- accessible à tout le Ou monde. juste les vols intérieurs. De plus en plus, Oh! pour le travail, là, des vols Montréal-Toronto, Montréal-Ottawa, peu importe, il y en a beaucoup maintenant. Là, tu sais. Oui, aujourd'hui, tu sais, dans ma carrière, combien de fois je suis parti de Montréal le matin, je suis allé travailler à Toronto la journée, je revenais chez nous le soir. C'est équivalent de prendre un autobus pour certaines personnes, littéralement. Là. Oui, absolument. C'est du transport de masse aujourd'hui. Le niveau de sécurité a beaucoup changé entre, exemple, les débuts de l'aviation, puis tout ça, versus aujourd'hui, le niveau de sécurité. Malheureusement, chaque accident d'avion a mené à des changements des autorités qui sont mandatoires pour les compagnies aériennes et qui a fait que les gens en ont bénéficié de ça. C'est malheureux pour les gens qui ont été victimes des accidents. Ouais. Mais le transport aérien est devenu de plus en plus sûr et on découvrait en même temps certaines choses. Par exemple, tu avais avant des règles où c'était aux 2 pilotes de s'assurer qu'ils voyaient les autres avions. C'était, tu sais, tu le vois, puis il faut que tu t'assures de ne pas avoir une collision. C'était comme ça avant. Il n'y avait pas d'équipement qui permettait de voir sur un radar, littéralement, l'avion s'en vient. Non, pas comme aujourd'hui. Puis il y a un accident au-dessus du Grand Canyon, 2 avions. Ils sont partis de Los Angeles à 15 minutes de différence. Puis malheureusement, il y a eu une collision. Et à partir de ce moment-là, la règle de voir et d'éviter, c'était ça la règle, c'était plus ça. Donc, on a commencé à mettre des instruments pour détecter les autres avions, bref. On est content des changements qui ont eu lieu, par exemple. Oui, aujourd'hui, bref, sans rentrer dans les techniques, l'avion sait exactement où elle sait exactement où les autres avions sont, et les 2 avions se parlent en même temps et peuvent donner les instructions au pilote. Bon. Puis ça, partout dans le monde, ça aussi. En fait, n'importe où que l'avion se trouve sur la planète, il y a moyen, est-ce qu'il y a encore des points morts, là, des fois, on dit. Écoute, c'est une bonne question. Entre les avions, c'est tout le temps, mais t'as encore, quand tu traverses l'océan, tu as encore des bouts au milieu de l'océan où les avions gardent leur vitesse constante et tout ça, qui ne sont pas couverts par nécessairement les radars. J'imagine que si tu vas Arctique, Antarctique, bref, d'après moi, il y a encore des spots qui sont peut-être pas couverts, mais ils sont de moins en moins grands, ces spots-là. J'ai vu un reportage il n'y a pas si longtemps sur la catastrophe de Malaysia Airlines. MH370. Voilà, je savais que ça allait être c'était pas voilà. C'est-tu un peu ça, finalement? C'est-tu Parce que je sais que pendant un certain temps, les tours ne voyaient plus l'avion du tout. Ils n'ont jamais su... Je pense qu'ils n'ont jamais retrouvé l'avion, en fait, là. Pour ceux qui ne voyagent pas souvent, le pilote a toujours une switch dans le cockpit qui, s'il veut, il va enlever son
son transponder, puis personne ne va le voir. Alors, si tu as quelqu'un de malfaisant dans le cockpit qui ne veut pas que les autres le voient, Ferme la lumière. bon, exact. Il ferme le son, ferme la lumière. Mais dans le cas de MH370, c'est comme un petit peu comme JFK. Hein? JFK, tu n'es jamais certain combien, qui était dans le coup, qui a tiré, bref. Puis MH370, on dirait que c'est comme le même genre de mystère parce que, oui, on peut regarder un paquet de reportages sur YouTube, c'est plein. Mais là, c'est de décider lequel est le bon. De décider la vérité. Ouais, ça, c'est. Je pense que chacun se forme sa propre opinion. Puis, bref, est-ce qu'on va vraiment le découvrir à un moment donné exactement ce qui s'est passé? Le premier grand step, c'est ce qu'on appelle les boîtes noires, qui sont en fait orange. Et ils sont oranges pourquoi? Pour que, suite à un accident, on puisse les repérer plus facilement. Alors que, bon, s'ils sont noirs, ils sont calcinés à un moment donné, bref, c'est difficile à voir. Alors, tu en as deux types. Tu as les CVR qui enregistrent les voix et les sons. Et tu as le FDR qui enregistre les paramètres de vol. Alors, avant, c'était momentatoire. Il n'y avait pas ça dans les avions. Et là, tu devais te fier au lieu physique de l'écrasement, puis de regarder les pièces, puis tout ça, de regarder les moteurs, puis d'essayer de déceler qu'est-ce qui aurait pu se passer. Aujourd'hui, on le fait encore, ça, le terrain, puis tout ça. Il faut vraiment faire le survey du terrain. Mais la première chose qu'ils essaient de repérer sur le terrain, c'est les deux boîtes noires pour aller downloader le data et combiner avec les voix, les bruits, puis les paramètres de vol et ce qu'ils ont vu sur le terrain. Par exemple, si vous regardez un moteur et vous voyez des branches d'arbres dans le moteur, ça veut dire que quand l'avion a comme crashé, le moteur tournait encore. Aujourd'hui, ça, les gens sur le terrain, ils vont encore voir des trucs comme ça. Ils vont aller voir des traces de suie, de feu. Ils vont analyser le matériau. Ça se fait encore. Combiné aux boîtes noires, bien maintenant, c'est plus rapide de déceler les causes. Puis les causes sont beaucoup plus précises, ce qui fait que les ajustements sont très ciblés. Exemple qui sont censés mandatés par Transport Canada ou la FAA. Bref, c'est quand même assez ciblé sur les changements qu'il y a à faire. Puis à chaque accident qui est analysé, il y a toujours un rapport d'accident et des recommandations qui sont émises. Ça, puis de ton expérience, que ça a pris, ça prend du temps au manufacturier de s'ajuster, puis c'est toi qui est dans le domaine de l'aérospatial depuis tant de temps, puis qui travaille pour un fabricant de pièces en aéronautique. Est-ce que ça leur prend du temps s'ajuster, de retomber dans la chaîne de production pour se réajuster? Ça prend quand même un certain temps. Je peux donner un exemple vraiment concret que j'ai vécu. Swissair 111, dans lequel il y a eu un feu et l'avion près de Halifax est crashé. Alors, en faisant les analyses, bon, ils ont trouvé que le feu s'était propagé à l'intérieur beaucoup trop rapidement. Puis, bon, il n'y avait pas eu de chance vraiment pour les pilotes, tout ça. Suite à ça, ils ont introduit des nouvelles normes de flammabilité ou d'inflammabilité où chaque matériau maintenant devait être testé, brûlé, et devait résister à un certain nombre de secondes. Et là, on parle de matériaux, mais deux matériaux ensemble, comme en sandwich, c'est un cas. Si tu rajoutes un troisième matériau, c'est un autre cas. Si tu avais un matériau d'1 pouce d'épais, puis maintenant il est un demi-pouce, c'est un autre cas. Fait que chaque cas, exemple, avant qu'on implante tout ça et qu'on change un paquet de pièces sur l'avion, donc changer les dessins d'ingénierie, l'incorporer sur la production, on parle quand même de... Bref, 2-3 ans. C'est quoi les types de tests? Parce que nous aussi, avec Hutchinson, on a ce genre de poste-là, matériaux procédés, où on fait des tests de feu, c'est des tests typiques qu'on fait souvent, mais il y a d'autres types de tests qu'on peut faire sur les matériaux. Là. Quel autre type de test qu'on peut faire sur les matériaux avant de le livrer chez le client? Là? Oh mon Dieu, il y en a. Bref, tu as des tests, évidemment, de flammabilité, on en a parlé. Tu as des tests de composition chimique du matériau pour les métals. Tu as des tests de corrosion que tu peux faire. Tu as des tests de dureté. Tu as des tests, souvent même, tu peux faire des tests de traction dans lesquels tu vas déterminer, à quelle force la pièce va casser. Dans le cas des matériaux composites, il y a des tap tests, il y a des tests, des inspections à l'ultrason. Il y en a des multitudes. Il y en a des multitudes de tests qui sont soit destructifs ou non destructifs. Puis, voilà, fait que...
C'est impressionnant quand même, hein? Je pense que ça, c'est fait pour plusieurs, pour une petite série de pièces dans l'avion. Puis autant que ça peut être dans le cockpit ou dans. Tu as dit qu'il en faisait même chez Hutchinson, mais si on prend l'exemple Hutchinson à Montréal, c'est dans les toilettes de l'avion. On ne fait pas que ça, là, mais bon. On va dire les panneaux d'habillage. Les panneaux d'habillage. Les oui, panneaux c'est- d'habillage, alors peu importe leur position dans l'avion, mais malheureusement, ben pas malheureusement, mais bon, ça mais en tu prend parles- dans les toilettes aussi. Ouais, exactement. Mais ça en prend dans le cockpit, dans la cabine. Parce qu'à une époque, je me souviens, plusieurs causes de feu, même de petits feux, étaient dans les toilettes. C'est parce que les gens Les gens y allaient fumaient. fumer. Ouais. Les gens... Bon, au début de la norme où tu ne pouvais plus fumer dans l'avion, bon, moi, j'étais assez vieux où tu avais une section fumeurs et non-fumeurs dans l'avion, mais on s'entend. Ouais, Bref, la rangée d'en avant ne fumait pas, la rangée d'en arrière fumait. Bref, il y avait de la fumée partout. Mais à un moment donné, quand on introduit les règles de non-fumage ou non-fumeur, bref, tu en as encore qui allaient dans les lavatories, dans les toilettes, puis qui... Air Canada a eu une occasion où l'avion a dû atterrir à Cincinnati et ils se sont rendus par terre. Mais à un moment donné, le feu s'est propagé tellement vite que c'est pas tout le monde qui avait réussi à sortir. Puis il y en a. À cause de quelqu'un qui avait fumé, justement. Puis il avait- Le feu s'était déclaré dans les toilettes. Ouais. Je ne sais pas si c'est avec quelqu'un qui avait fumé, mais bref, donc les règles d'inflammabilité, c'est pour les matériaux, mais c'est aussi dans les soutes à bagages. Il y a eu des accidents d'avion où on transportait des batteries. Et là, les batteries bref, ça l'a pris en feu, l'avion dans les Everglades. Voilà, ça a fait. Et les pilotes, un coup que tu t'en vas comme ça, t'es pas mal. T'as plus grand-chose. Alors. On a eu un bel exemple à Toronto récemment. Hein. Ouais, mais c'est un bel exemple, mais je pense que c'est une réussite. Bon, évidemment, pas l'atterrissage. Quand tu atterris sur le dos, on ne peut pas appeler ça une réussite, mais je pense que 2 réussites. Premièrement, les passagers ont eu le temps de sortir. OK? Et la cabine est demeurée intacte, même si l'avion était sur le dos. Donc, bravo aux ingénieurs du fuselage. Puis, tu sais, l'aile, elle a cassé, mais bref, le fuselage est demeuré intact. Et bon, l'avion est à l'envers, les gens sont tous sortis. Il y a eu des blessés, mais bon. C'est un avion qui a été pensé au Québec, ça. C'est un avion qui a été pensé, designé au Québec, sur lequel j'ai eu la chance de travailler. C'était quel avion, en fait? C'était les séries CRJ. Oui, CRJ, OK. Ouais. C'était un CRJ 900. OK. On va être fier Le Delta. Ben, honnêtement, tu sais, fait que dans tous les échecs, il faut que tu tires du positif. Et là, il y a eu vraiment des réussites. Parce que quand le fuselage brise, bref, c'est là où le feu a été contenu quand même. Bon, les secours sont arrivés rapidement. Les causes ne sont pas encore connues. Ça peut être une variation de facteurs, mais tu avais la météo, tu avais bon, peut-être l'expérience des pilotes, tu avais peut-être une condition de wind shear. Bon, bref, on ne spéculera pas sur les causes parce que ce n'est pas justement terminé. Mais quand tu regardes et que tous les passagers ont sorti, même sur le dos, tu sais, évacuer un avion debout, mais quand tu es à l'envers, tu détaches ta ceinture, tout le monde. Bon, ça doit être quand même assez spécial. Oui, ça surprend. Ouais. Ça, puis tu travailles sur le CRJ. Tu sais, au Québec, on a conçu et fabriqué de nombreux avions. Puis de nombreux avions à succès, là, je parle. Il y a le CL415 avec les feux de forêt qu'on voit aller, le CRJ, anciennement le C-Series, aujourd'hui le 220. Ça vient de où, cette idée là, de devenir un fabricant d'avions au Québec? Et là, je recule dans ma mémoire. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, il y avait une compagnie qui s'appelait Canada Vickers. Canada Vickers faisait des bateaux. Donc, il y avait une rampe au coin de Viau puis Notre-Dame. Ils faisaient des bateaux, puis à un moment donné, ils se sont mis à faire des hydravions. Pourquoi base bateau, avion dans l'eau, tout ça? Et à un moment donné, Canada Vickers ont aussi fait les premiers métros de Montréal. En passant. Puis là, ben, à un moment donné, le gouvernement canadien avait besoin de plus d'avions. Et là, tu as Vickers qui fait des bateaux, qui fait des avions. Puis à un moment donné, tu ne peux pas faire les deux à long terme. Alors, Vickers a gardé les bateaux puis la partie des trains. Et à ce moment-là, le gouvernement a formé Canada. Donc, en 1944. Mais avant ça, Vickers faisait le PB-5Y Canso, qui est un avion à aile haute, coque à l'eau, 2 moteurs à piston. Il y en a, je pense, encore un au musée de Saint-Hubert, quelque chose comme ça.
Puis c'est l'enceinte, ça, du 215, tout ça. Mais bon, Canadair a débuté en 1944 et là, le boom de l'aviation ou des fabricants d'avions. Et au début, Canadair faisait des contrats militaires, faisait certains avions passagers, faisait plutôt des contrats militaires, faisait aussi des contrats militaires canadiens-américains, dans le sens où les Américains, exemple, fabriquaient les Sabres, les F-86 pour la guerre de Corée, mais Canadair fabriquait les CF-86, bon, pour les Canadiens. Alors, ils ont fait les CF-105, ils ont fait un paquet d'avions militaires. Et Canadair a été le premier fabricant à faire un avion à 144 passagers, le CL-44. Puis, en même temps, ils ont fait des avions cargo, là, ça, avec la queue qui ouvrait au complet. Donc, ils ont fait quand même quelques versions passagers. Alors, Canadair a eu beaucoup de contrats du gouvernement, beaucoup de types d'avions. Et là, bref, pas seulement là, mais l'industrie de fabricants s'est quand même développée vraiment beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans l'usine au plan 2 où, anciennement, on fabriquait les sabres. Pas dans mon temps, je ne suis pas si vieux que ça, right? Bref, j'étais dans un building où ils fabriquaient des avions sabres pour la guerre de Corée. Moi, je travaillais sur le CL-415, mais juste la vibe dans le building avec, évidemment, les ratons laveurs, tout ça. Les anciennes usines avec les fenêtres carrées, les poutres en bois. Un peu ça. qu'on peut voir dans les anciens films de Top Gun, puis... Ouais, puis à tous les jours, j'en ai une sandwich. Bon, je venais de sortir de l'école, je n'avais pas un budget de resto. Puis à tous les jours, je prenais ma sandwich, j'allais manger dans le cockpit. Jusqu'à peu près, à ma mère, après 2 mois, tu te dis, ouais, voilà. Mais, bref, alors, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de programmes qui se sont développés. Et bon, mis à part le CL 215, 215T, 415, qui a été développé expressément pour les feux de forêt, on a commencé à faire des avions d'affaires avec les Challenger. Puis, dans le fond, les programmes CRJ, c'est un dérivé du Challenger. Les premiers CRJ 200, de 100 et 200, donc c'est 50 places. Et là, d'année en année, ça développait beaucoup d'avions. Puis là, le marché de l'avion régional, moi, je suis content de dire qu'à Montréal, on l'a développé, là. Ouais, des petits gars de Montréal qui ont réussi à développer un marché dans lequel, je me souviens plus combien d'avions qui ont été vendus, mais probablement autour de 1500. Oui, parce que ces avions-là sont plus fabriqués aujourd'hui. Une autre compagnie qui a racheté de Bombardier le programme, puis aujourd'hui, ils les opèrent encore, puis ils en font encore la maintenance. Là. Tellement il y a d'avions disponibles. Mais il y a encore beaucoup d'avions. Moins de les premières séries de CRJ, mais les CRJ 700, 900, ça, il y en a encore quand même beaucoup. Puis le marché de la maintenance, puis du in-service, tout ça. Alors, effectivement, la compagnie qui a racheté, aujourd'hui, maintient ces avions-là avec des centres de service. Tout ça, ces avions-là sont encore vraiment beaucoup utilisés. Et ils étaient très économiques pour leur temps versus, exemple, un turboprop. Bref, tu pouvais couvrir quand même des liaisons qui étaient assez grandes, tout ça. Et le marché d'avions régionaux, bref, c'est de chez nous, là. Oui, en Chine, il y avait. Bref. Mais bref, quand tu regardes, la plus grande influence en Amérique, c'est de chez nous, là. Et c'est là que, par exemple, pour le nommer Bombardier a réussi à se tailler, au Canada à l'époque, Bombardier aujourd'hui a réussi à se tailler un chemin en sens versus les Boeing, à l'époque, il y a eu une place que les gros fabricants américains n'avaient pas prise. C'est un peu ça? Ou parce qu'il n'y avait pas de concurrence américaine? Ou c'est vraiment la qualité de l'avion qui a fait tout... c'est tout le temps une combinaison de facteurs, mais si on regarde le marché américain, Boeing a dominé. Right? Ouais. Bon, Boeing, avec le Boeing 707, 1953, 54, les années 50. Il a commencé avec le 707. Grand succès, mais le 707, c'est un dérivé d'un avion militaire. Ouais. Donc, après ça, ils ont commencé avec le 737, 727. Alors, le 737, la plus petite version, tu avais 100 passagers, puis des moteurs JT8D là-dessus. Bref, quand le marché du régional s'est développé, donc je dirais début 90, fin 80, début 90, les 737 versus les avions qui étaient fabriqués ici,
était beaucoup moins énergétique et tout ça. Et on pouvait faire. Le 737 avait un. Tu vas aller plus loin, mais le CRJ était parfait pour des liaisons plus courtes. Puis le but, c'était d'emmener les gros avions à des hubs, puis tous les petites liaisons, les faire en régionaux. C'était ça le but des avions régionaux, c'était de connecter les villes un peu plus petites avec les major hubs pour que les gens de partout puissent se rendre facilement à un major hub et là, prendre des vols non courriers, transatlantiques, tout ça. Alors ça a été développé. Alors, Boeing n'a jamais eu nécessairement des avions pour ce marché-là. Seule place, c'est à Hawaï. Bref, là, ils prenaient des 737 à Hawaï. Bref, c'est tout des sauts de puce là, entre les îles. Mais Boeing n'a jamais eu ce petit part de marché-là qui était un petit peu plus petit que le 737. Puis nous, on en a bénéficié au Québec. On vous disait que Robert est un érudit. C'est ChatGPT, version Québec en aéronautique. C'est assez intéressant d'écouter, Robert. Je vais t'amener aussi du côté plus supersonique. Juste, ça va te passionner, là, le Concorde. Ouais. Parle-moi du Concorde. Encore une fois, j'ai vu des reportages là-dessus. Ça a été une bonne idée, je ne sais pas. Ça a bien fonctionné un certain temps. Un moment donné, ils l'ont laissé tomber. Il y avait beaucoup de risques au niveau sécurité. Parle-nous un peu du Concorde, parce qu'à la base, c'était une super bonne idée. C'était quoi le Concorde, Robert? Ben, le Concorde, bref, c'est un avion des années 60. OK? C'est sûr, je m'en souviens parce qu'il y a une des dates du Concorde, ça tombe exactement à la journée de ma fête. Donc, ça aide à s'en rappeler. Ça aide à s'en rappeler. Mais quand ils ont développé le Concorde, là, évidemment, je ne sais pas si vous savez, mais les Concordes ont été bâtis ou ont été designés sans outillage. Ça a été bâti au début, là, ils en ont fait de mémoire 18, mais là, c'était vraiment percée technologique, tant au niveau moteur, tant au niveau la shape des ailes. C'est petit un Concorde. Ouais. En diamètre, là, c'est 2 bancs en aller, 2 bancs, c'est petit. Et tu parles du Concorde, il y a 2 semaines, j'étais à Toulouse et bon, j'ai visité 2 Concordes, donc à l'intérieur, bref, tout ça. Mais là, c'était une percée vraiment technologique. Bref, 3h15, 3h30 pour traverser l'océan. Par contre, Concorde, très énergivore, bref, très cher, alors c'est pas n'importe qui. Mais bruyant, j'entendais aussi. Très, très, très bruyant. Ouais. Les Concorde devaient décoller, exemple à New York, et tout de suite après avoir décollé, le pilote le disait là, avant de décoller, ne vous inquiétez pas, tout de suite après avoir décollé, on va virer à gauche, vraiment Sec. vraiment sec. Pourquoi? Parce qu'il devait s'éloigner de la côte. Et là, il y avait des distances à respecter avant de mettre les afterburners. Tout ça. Fait que oui, très, 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 très bruyant. OK. Par contre, au niveau technologique, bref, c'est merveilleux, mais il y en a juste eu 18 et il n'y a aucune autre compagnie qui s'est lancée dans le supersonique après. Donc, je pense que c'était rendu un icône, puis à la fin, ils ne voulaient pas l'enlever, mais bon, ils ont dû, puis à un moment donné, ils n'en ont pas développé d'autres. Il y a quand même des raisons, mais comme percée technologique, c'était incroyable, cet avion-là. Puis là, aujourd'hui, le supersonique, je reviens à l'histoire d'aviation, de l'aéronautique au Québec, mais l'histoire actuelle, c'est que là, il y a certains programmes, pas seulement au Québec, mais oui, il y a certaines entreprises québécoises aussi qui travaillent sur ces projets-là. Tu penses quoi, toi, du retour potentiel du supersonique? Il y a des projets qui ont été mis sur la glace, il y en a d'autres qui sont en processus. Est-ce quelque chose qui a d'avenir encore ou on voit moins ça? Opinion personnelle, bien sûr. Bien que j'aimerais bien revoir le supersonique dans le commercial, parce que là, on ne parle pas du militaire, on parle du commercial. Je pense que ça va demeurer vraiment un challenge. Puis je me demande vraiment, est-ce qu'on va réussir à développer un avion supersonique dans lequel on va être soit business jet, soit commercial encore, puis qui va être assez rentable ou pour que ça soit viable. Mon cœur me dirait, hey, ça serait vraiment cool, mais j'ai des doutes à voir. Parce qu'il y a quand même beaucoup de startups aujourd'hui. Supersonique comme électrique, il y a beaucoup de startups. Puis, l'électrique, c'est une technologie qui se développe. Le supersonique, ça a déjà été développé, mais là, ils veulent le faire d'une façon un petit peu différente. Mais encore là, très coûteux. Je ne sais pas si vraiment ça va aboutir. Peut-être quand je ne serai plus là, dans le sens où, bref, c'est Encore jeune, Robert, pas. Non, ben, bref... mathématiquement, si je prends 55 plus 50, bref. Mais à court terme,
je pense que ça va être difficile. Et s'ils parviennent, ça va être vraiment des marchés très, très, très nichés où ça va être quelques individus sur la planète, si c'est un avion business jet, qui vont pouvoir se payer ça. Mais les compagnies aériennes aujourd'hui qui recherchent la profitabilité, qui recherchent les éco-énergies avec les moteurs, qui recherchent des formes aérodynamiques qui vont jouer sur la traînée, qui vont jouer sur tous ces paramètres-là. Je ne sais pas si vraiment ils vont trouver une solution qui va être aussi. Il va prendre en compte tous ces paramètres-là qui va faire du sens. Là, tu as parlé, il y a plusieurs points qui seraient fort intéressants. Ce que tu exprimais, l'évolution des formes, entre autres, des avions. Les technologies, il y a eu beaucoup de changements au niveau des moteurs. Là, aujourd'hui, on parle d'un aile. L'avion, ici, on a un global devant nous, déjà qui est un avion qui est évolué, qui rappelle un peu les avions des années 80. Bon, on ne sont pas contents si m'entendent ça, mais c'est une shape un peu plus. 90 qui rappelle un peu des shapes un peu plus standards. Mais aujourd'hui, on parle d'aile d'avion. C'est carrément un aile qui vole. L'avion est un aile, puis les gens sont dans l'aile, puis volent. Et selon toi, ça date de quand, ça? Même qu'on en a entendu parler, écoute, 2018. Oh, non, OK. Moi, je parle des premiers avions qui étaient juste une aile. Ah, juste une aile? Ça date, je connais pas le nom de l'avion, mais ça date quand même, je pense, des années 40, 50. Ah, oui. Okay. Oui, des versions militaires, tout ça. Ensuite, bon, tu as eu, après ça, le B2, qui est, right? Puis là, encore ça, c'est le bombardier à la maison, ça. Oui, c'est celui qui est... Bombardier, c'est mythique. Vous regardez ça. Si vous n'avez pas vous entendez B2. B2 et F-117, donc 2 avions furteurs, tout ça. Et là, ben, il y a quand même beaucoup d'études qui sont faites pour des avions qui sont juste un wing body. Encore là, quelle va être l'utilité de ça? Est-ce que tu vas pouvoir mettre des passagers? Est-ce que... Bref... Aujourd'hui, il faut le faire. On fait des études. Ben, je dis, on fait des études sur la planète là-dessus. Il faut le faire. Mais encore là, est-ce qu'on va rendre ça viable à court terme? C'est tout le temps ça. Hein? Bref. Mais ça te prend ça pour faire de la recherche et développement, puis pour pousser la technologie. Ça te prend ça. Ça te prend ces choses-là. Mais c'est un petit peu comme Howard Hughes qui avait designé un avion, de Spruce Goose, qui finalement, bref, ça a fait avancer les choses, mais bon, ça n'a jamais été viable, cet avion-là. Fait que ça en prend. Là. Dans la guerre, c'est la rentabilité, tu l'as dit plusieurs fois, puis effectivement, le souci des compagnies d'aéronautique aujourd'hui, c'est de baisser le poids des avions le plus possible. Toujours. Parce qu'on veut rentrer le plus de passagers possible. Exact. Pour un poids X, OK, ou pour un poids maximal X, bref, si l'avion pèse moins, on met plus de bagages. Voilà. Ou, bon, aujourd'hui, on sait qu'on paye les bagages en extra, mais bon, où on met plus de passagers. C'est tout récent. Bref, le cargo payant, bref, plus tu en mets, tout ça, plus tu es éco-énergétique, moins tu vas prendre d'essence à bord pour la même distance, plus tu vas mettre de monde. Plus, right? Alors, c'est toujours... Fait que le poids, ennemi numéro 1. Exact. Right? Bref, on fait des initiatives de réduction de poids. D'un fois que ça dit, OK, on va sauver 4 livres. Oui, mais 4 livres, ça paraît pas beaucoup. Mais si tu en sauves un paquet, puis si ton 4 livres il est à 15 pieds du centre de gravité ou si ça n'a pas le même effet, alors le poids, ça a toujours été. Donc, pourquoi les matériaux composites? Et pour la résistance, mais et pour le poids, si on regarde le Airbus 350, fuselage complètement composite, 787, composite, carbone aussi, parce que pour le côté esthétique, là, on peut aller vers du carbone. Le composite, qui est effectivement un matériau qui est super parce que ne casse pas facilement, hyper léger. On peut prendre des pièces de composite qui sont grosses de même, ça pèse comme une plume, littéralement. Là, exact. Ça a commencé avec les nids d'abeilles. Bon, les nids d'abeilles, je pense un gros colosse comme moi, tu te mets là-dessus, il n'y a pas de problème. Dans un sens. Dans l'autre, non. Mais bon, ça a commencé comme ça, mais aujourd'hui, c'est beaucoup carbone, tout ça, puis c'est des pièces thermoformées, tout ça. Et quand tu as des fuselages au complet qui sont faits en composite, des surfaces de vol, tout ça, alors tu peux t'imaginer le gain de poids pour la même résistance. Et là, soit tu mets plus de carburant, donc ta distance, tu fais plus loin. Tu sais, les vols Singapour-New York, c'est comme 18-19 heures. Bon, c'est... Bon, fait plus tu mets de carburant, plus tu vas loin pour le même nombre de passagers. Faire sans ravitaillement, ben là, à ce moment-là, tu as un gain qui est incroyable. Oui, exact. Bref, tu sais, on revient au début, c'était un luxe de voyager. Ça te prenait 12 heures là, en Californie. Là, en 12 heures,
T'es au Japon, là? Avec les objectifs au niveau commercial qui ont changé, avant, bon, il y avait l'expérience client qui reste importante, mais il l'est encore aujourd'hui, mais la recherche de rentabilité aussi pousse les manufacturiers à toujours innover dans le sens pour être plus pour rendre le coût plus bas Les manufacturiers vont rendre le coût plus bas. Ils vont faire quand même aussi, bon, tout le monde est en business pour faire des profits, faire de l'argent. Donc, si le coût de fabrication de l'avion est plus bas, le manufacturier va pouvoir faire plus de profit. L'opérateur, lui, si non seulement le coût est plus bas pour l'OEM, mais si c'est avec des matériaux éco-énergétiques, l'opérateur va faire quand même beaucoup d'économies, va faire plus d'argent avec ça. Puis, c'est sûr que quand les compagnies aériennes n'étaient pas privatisées, bref, c'était pas ça qui était le facteur. Mais aujourd'hui, les compagnies aériennes, oui, sont là pour l'expérience client. Bon. C'est ce que c'est. D'une certaine façon. D'une certaine façon, oui, parce que même si tu es en classe économique, aujourd'hui, tu peux voyager partout dans le monde. Fait que c'était quand même un type d'expérience client. Mais bon, l'expérience client, évidemment, n'est pas la même en classe économique qu'en première classe. Mais bon, dans la vie, tout a un prix. C'est correct. Donc, les compagnies aériennes sont là. Je connais pas la différence, Robert. Moi, je suis toujours en classe économique, mais je pense que JS peut nous parler peut-être plus de la différence. Écoutez, là, ça reste moins agréable. La classe économique, l'important, c'est pas où on voyage, c'est avec qui on voyage. Moi, je suis en classe économique ou en classe affaires, l'important, c'est avec qui on voyage. Mais dites-vous une chose, entre la classe affaires et la classe économique, là, les deux vont arriver à destination en même temps. Bref. Là, les compagnies aériennes, ben oui, tu as l'expérience client, mais tu as aussi la profitabilité. Puis là, ben, tu as les compagnies aériennes qui se font des compétitions pour des vols nolisés, surtout, exemple, dans le sud et tout ça. Donc, ça a quand même changé. La game est quand même rendue, c'est une business, l'aviation. Donc, les compagnies aériennes jouent la game, les passagers doivent jouer la game, tout le monde doit jouer la game. Mais ça reste qu'une expérience de vol, c'est quand même le fun. Ouais. Peu importe si c'était la dernière rangée ou la première rangée en avant, c'est quand même le fun de dire hey, je pars de Montréal et 6 heures plus tard, je suis à Paris. Tu as traversé l'océan. Totalement. Ouais. Et tu sais, 6 heures aujourd'hui, c'est rien. Fait que je pense que le mélange de tout ça, avec l'expérience client, aujourd'hui, ben, l'expérience client va comme un peu partout. Tu payes un petit peu plus, tu as une expérience client. Et là, on dit, c'est comme quand tu vas à Disney World, je suis un fan de Disney. Voilà. Je m'en suis jamais caché. Ben, il y avait son petit chapeau de Mickey avant de rentrer. Ouais, on a dit, quand tu nous enlèves ça du plan. Ouais, exactement. Puis, bref, plus tu payes, plus on... Ouais. Donc, aujourd'hui, tout, c'est comme ça, là. Mais bon, fait que ta question initiale, c'est oui, les compagnies aériennes sont là pour la rentabilité, sont là aussi pour l'expérience client. Et maintenant, il y a des lois qui protègent un petit peu les voyageurs dans certains cas où l'expérience client est peut-être moins au rendez-vous. Je vais revenir un petit peu là. Le sujet, c'est l'histoire de l'aviation. Au des moteurs, il y a eu là, on a parlé de conception du fuselage, ça a évolué, puis on cherche des matériaux aussi qui évoluent de façon plus concurrentielle. Au les moteurs, là, on a d'importants motoristes qui se sont installés au Québec, entre autres. Ouais. Est-ce que tu sais lesquels? Oui, Rolls-Royce. Qui? Pratt & Whitney. Ah, évidemment. Ensuite de ça, c'est les... Je pense que c'est les trois principaux. Oui, c'est les trois principaux. Ben, Safran, ça travaille avec... Mais Safran, à Montréal, c'est cabine et c'est landing gear. Donc, c'est plus en Afrique, Maroc. Safran Engine, c'est Europe et Afrique. Mais bon, alors, les motoristes, oui. Oui, c'est arrivé comment, ça, l'idée? Parce que on a fait des avions supersoniques, on a fabriqué des avions de chasse, entre autres, je pense à l'Avro Arrow, c'est ça? Ah oui, mais exact. L'Avro Arrow, c'est militaire, mais bref, malheureusement, ce qui est arrivé avec ça, c'est toute une histoire. Mais le Canada avait développé cet intercepteur-là, qui était le meilleur au monde à ce moment-là, tant au niveau de l'avionique et tant au niveau des moteurs. C'était une percée technologique. Aujourd'hui, le Canada serait à un autre endroit, selon moi, si cet avion-là n'avait pas été mis de côté. Mais l'Avro Arrow, là, c'était la plus poussée technologiquement pour le temps qu'elle était. Et les moteurs étaient tellement puissants que tu fais toujours des tests de moteur. Et là, tu mets un moteur sous les ailes d'un autre avion. Ouais.
Et à un moment donné, l'avion ferme un moteur, puis là, tu as le moteur du Avro qui est en test, ferme son deuxième moteur. Elle a fermé tous ses moteurs, il y a juste le moteur du Avro. Ça volait. Et l'Avro en avait 2. Ah oui. OK, c'était les moteurs Orenda. C'était supposé être les Iroquois qui étaient là-dessus. C'était une bombe. Right? Tout le monde, quand je dis une bombe, tout le monde sait ce que ça veut dire. Mais c'était, au point de vue vitesse, c'était une bombe. 2,5 Mach, cet avion-là. À l'époque. Oh, oui, à l'époque, là. À l'époque. C'était gros, cet avion-là. C'était gros. Bref, l'avion était très haut, mais bon, moi, un passionné d'avion, j'ai fait des modèles accolés du Avro. J'ai même un dessin du Avro chez moi, que je peux pas dire comment j'ai eu ce dessin-là. Mais bref, c'est un Top GA de quelque chose. Puis, je l'ai chez moi. Fait, bon, c'est ça. Fait que dans le militaire, je pense qu'il y a eu une bifurcation à ce moment-là où on a acheté des avions qui étaient de fabrication non nécessairement canadienne, right? Puis, par contre, on a quand même le CF-18 dans lequel on en faisait une partie à Saint-Laurent. On faisait le nose barrel. Il y avait une partie canadienne dans les F-18. C'était quand même cool. Mais à un moment donné, je pense que le Canada aurait été à une autre position et peut-être que nous, on aurait vendu les avions à d'autres pays. Et ça, bon, là, tu changes la game, tu changes la donne. Es-tu temps pour une dernière question, JS? Ben, en fait, on parlait juste le volet moteur. Après ça, tu poses la question. Ouais, fait que là, le volet moteur. Alors, l'évolution des moteurs, bref, mon Dieu, il y en a eu tellement. Si on regarde les premiers moteurs, il y avait peut-être 10, 12, 15 000 livres de poussée. Aujourd'hui, ils en ont 100 000 par moteur. Fait que les matériaux utilisés dans les moteurs, dans les supplantes, dans les turbines, toute l'efficiency, toute l'efficience des moteurs ou l'efficacité des moteurs, bref, tout a changé entre le début et aujourd'hui. Et les règles de moteur pour les avions, donc avant, pour traverser l'océan, tu devais avoir 4 moteurs. À un moment donné, il y a eu les triporteurs, les L-10-11, les DC-10, alors ils ont changé ça à 3. Puis à un moment donné, avec le Boeing 767, ils ont diminué ou ils ont augmenté. Dans le fond, ça fonctionne que l'avion est en vol et tu dois te trouver à un minimum de vol de X nombre d'heures. Donc, au début, il fallait que tu sois à minimum 1 heure de vol d'une terre ou d'une côte. Alors, les routes transatlantiques passaient vers le nord. Puis à un moment donné, ils ont étendu ça à 2, à 3. Et là, ben, tu as pu avoir des bimoteurs qui traversent l'océan. Donc, tu enlèves 2 des 4 moteurs et des moteurs, puis tu sauves en carburant, tu sauves en poids. Encore une fois, c'est toujours la même game de poids. Et aujourd'hui, bref, quadrimoteur, il reste quelques 747, quelques Airbus 340, Airbus 380, mais il n'y en a plus beaucoup. C'est tous des 2. Pourquoi? Mais les moteurs, les soufflantes, 13, 14, 15 pieds de diamètre, ouais, c'est énorme. Fait que c'est ça que tu as eu un paquet de poussées technologiques, tant au niveau des matériaux que de la fabrication, que du design, bref, dans les moteurs. Bref, on pourrait faire 3 heures juste là-dessus. Et ça, c'est en fabrication, c'est au Canada qu'on s'est mis. Est-ce qu'il y a des moteurs qui sont typiquement canadiens ou ça a été c'est davantage, ça a été pensé aux États-Unis, puis après, on a fait ça? C'est une bonne question. Le moteur le plus populaire, selon moi, c'est le PT6, Pratt & Whitney. Puis ils en ont fait des milliers d'exemplaires. Ils en font encore aujourd'hui. Ils en font, exact. Sauf que je pense que c'est rendu des PW 120 et 126. Mais bref, c'est sur la même base. Je ne sais pas, honnêtement, s'il y a un moteur qui est complètement canadien. J'aurais tendance à dire que non. Désolé pour ceux de Pratt & Whitney si la réponse est oui. Mais bon, je vais de mémoire. Par contre, on a maintenant des centres d'expertise ici. Puis au Québec, c'est le seul endroit où on peut bâtir un avion de A à Z. On a des manufacturiers pour les ailes, pour les fuselages, pour les trains d'atterrissage, pour les moteurs, pour l'avionique, pour les flight control, pour l'électrique, tout ça. On ne le fait pas nécessairement, mais on pourrait. Alors, tu sais, d'avoir quand même 3 motoristes à l'intérieur de. Bon, le plus loin, c'est Bromont, fait qu'on va dire 60-70 km de Montréal. C'est vraiment, vraiment bien. C'est au Québec, là. On a quand même 3 motoristes. Et on ajoute aussi une importante entreprise de maintenance de moteurs, c'est FTA Aviation, je crois, qui viennent de s'installer. C'est assez impressionnant. Ils ont racheté récemment Lockheed Martin. Exact. Ça fait du monde. Puis Lockheed, c'était ABS, puis c'était Air Canada, l'engine overall avant. Tout ça fait effectivement, on est capable non seulement d'en fabriquer,
et on est capable de faire la maintenance. Donc, pour des compagnies comme Transat, Air Canada, bon, WestJet, c'est plus... mais bon, ils font leur overall directement à Montréal. Il y a beaucoup d'avantages. Mais bref, je pense que sujet d'un prochain podcast, juste sur les moteurs, on en aurait pour longtemps. Oh, mais écoutez, Est-ce qu'on a le temps ou on n'a pas le temps? On n'aura pas le temps, mais effectivement, je pense qu'il y a une autre rencontre qui pourrait être intéressante entre nous trois, parce qu'il y a aussi le côté environnemental qu'on n'a pas beaucoup couvert, qui serait intéressant de couvrir un peu plus. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des avions qui sont très énergivores et bon, très, très peu environnementaux, mais il y a des efforts qui sont faits au niveau environnemental. Beaucoup d'efforts. On n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui parce que je pense qu'on travaille là-dessus, mais je pense que ça pourrait être intéressant pour une prochaine rencontre, Robert. Évidemment, moi, ça me fait plaisir de revenir. Alors, j'ai eu la chance de faire le premier aéroshow. Je suis content de refaire le premier de 2025. Le premier de 2025. Puis, bon, je suis très généreux de mon temps, tout ça. Ça va me faire plaisir de revenir, puis de vous entertainer là-dessus. Merci, Jonathan. C'est vrai, c'est super intéressant. Merci, Jean-Sébastien. Et vous ne le voyez pas, merci Simon qui est en arrière de la caméra. C'est Simon qui rit de fois de temps en temps, on l'entend rire. Oui, exactement. Mais la prochaine fois, Simon, on switch de rôle. Alors, tu viens ici, puis je vais aller là-bas. Puis voilà. on a besoin de pas en avant de la caméra. Mais c'est vraiment cool. Puis j'espère que vous allez aimer ça. Je m'adresse à vous. Merci beaucoup. Puis n'hésitez pas, vous avez des questions, vous envoyez ça à Jean-Sébastien. Ça va me faire plaisir de discuter d'avion n'importe quand. Génial, merci Robert. Merci à la maison. Merci. C'est le début de l'Aéroshow 2025 qui commence. Soyez présents, Robert, vous allez le revoir.